Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du véritable renouveau de DreamWorks. C'est parti pour les Bad Guys. Les Bad Guys est un film d'animation américain sorti en 2022. Il provient des studios DreamWorks et l'histoire est tirée d'une série de livres pour enfants. Et son réalisateur, c'est un Français, à savoir Pierre Perifel. Et là, vous allez me dire qui est donc Pierre Perifel et comment il a pu obtenir ce poste. Eh bien, je vous propose qu'on lui pose directement la question. Donc, merci à toi d'avoir accepté parce que vraiment, c'est une chance énorme pour ma part de pouvoir t'interviewer. Donc, encore une fois, avant qu'on commence une interview, vraiment merci. Voilà. Écoute, c'est un grand plaisir. Ça me fait très plaisir que tu m'aies contacté et puis que voilà, on puisse faire ça. C'est un projet qui est arrivé il y a, sous les radars, on va dire, il y a 4 ans à peu près. Parce que moi, quand je suis arrivé à DreamWorks, j'avais pas forcément nécessairement l'idée de réaliser un film. Et ce que je voulais, c'était être un animateur, à apprendre des super animateurs qu'on a au studio, quoi. Et puis du coup, sur la durée, en fait, petit à petit, voilà, il s'est trouvé que je suis devenu superviseur d'animation, directeur d'animation, j'ai fait du character design, j'ai fait du storyboard. Et puis un jour, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Bilby. En fait, je suis tombé complètement amoureux de la réalisation, du travail de réalisateur. Même si j'avais déjà fait ça avant, puisque j'avais réalisé déjà, mais à cette échelle-là, et puis avec ces équipes-là, et puis avec les moyens qu'on a à DreamWorks, c'est vrai que c'était une aventure extraordinaire. Et après avoir fait Bilby, en fait, je suis allé voir le studio en leur disant, j'aimerais bien continuer, en fait, j'ai pas forcément envie de revenir à l'animation, j'aimerais bien continuer à être réalisé, quoi, s'il y a des opportunités. Puis il se trouvait que ils m'ont proposé un film en tant que co-réalisateur qui s'appelait Spooky Jack. Et quand j'ai commencé sur ce film, en fait, avec le producteur du film qui s'appelle Damon Ross, qui est aussi le producteur de Bad Guys, il avait à côté de ce projet-là, le projet des Bad Guys, et c'est là où j'ai découvert. Donc c'était, ouais, je dirais, il y a à peu près 4 ans, quoi, c'était en 2018 à peu près. Mi-2018. C'est là que j'ai découvert le truc. Le film est tiré d'une célèbre série de livres pour enfants nommée Les Super Méchants, qui sont un ensemble de petites histoires mettant en scène des animaux anthropomorphiques, donc qui se comportent comme des humains, en train de commettre des méfaits mais qui vont finalement essayer de faire le bien. Tous les personnages de cette série sont réutilisés comme le requin, le piranha, le serpent et bien sûr le grand méchant loup, le plus iconique. Ainsi, le but du film est de créer des personnages de méchants suffisamment attachants pour qu'on puisse prendre plaisir à les suivre et à les voir devenir meilleurs à leur façon. Ils se mettent donc à l'écriture et vont chercher à créer une sorte de dynamique familiale pour renforcer cet attachement, comme nous le raconte Pierre Perifel. La façon dont tu as conçu ça, je pense que une fois qu'on a eu trouvé l'arc ou la dynamique de Wolf, qui est le personnage qui décide de changer, qu'en fait, en changeant, on se dit « Merde, si je change là, je risque de perdre mes potes ». Mais en même temps, il n'arrive pas à s'empêcher de changer. Donc il le fait, mais comme il n'ose pas le dire aux autres, ça part un peu en cacahuète, quoi. Une fois qu'on a trouvé ça, la dynamique, elle a été, et notamment pour les animateurs aussi, ça a été de dire, ok, le loup et le serpent sont les parents d'une famille. Mais par contre, les 3 autres, on les a traités assez vite comme plutôt les enfants qui sont spectateurs de ça, d'une sorte de séparation, de divorce de leurs parents. Piranha, c'est le bébé. Et donc du coup, il agit un peu comme ça, il est toujours le dernier à comprendre les choses. Tarentule, c'est l'ado, qui en met un petit peu toujours un peu, voilà, qui est toujours un peu en train de pousser, qui s'en fout un peu, très indépendante, une grande gueule. Et puis le requin, il est un peu entre les deux en fait. C'est un peu celui qui a 10 ans, quoi, on va dire. Donc on va avoir 5 ans, 10 ans et 14, 15 ans, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à concevoir un peu des relations. Et du coup, ça simplifie tout parce que ça en fait des personnages assez caricaturaux, assez simples à comprendre, et voilà, qui sont spectateurs d'un divorce de leurs parents, quoi, ou d'une explosion de couple en fait, parce que c'est ce qui se passe entre Wolf et Snake pour le coup. C'est un peu comme ça qu'on a un truc, et ça nous a permis de vraiment consolider ces relations-là et d'avoir vraiment un groupe très homogène en fait, et puis aussi très très uni. Parce que au début, on avait un petit peu de problème aussi à faire en sorte que le public aime ces personnages, parce que c'est vraiment des méchants. Donc comment on fait pour faire en sorte que l'audience se retrouve vraiment à apprécier ces personnages alors qu'ils sont en train de braquer les banques et de mettre le bazar dans toute la ville. C'était en ayant cette espèce de dynamique familiale. Et puis voilà, c'est l'anniversaire de Snake, et puis tout le monde est autour de lui, même si c'est des bad guys et qu'ils s'en mettent plein le nez, c'est toujours sympa, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a vraiment évolué aussi dans cette optique-là et dans cette direction. Une fois que le scénario et les personnages furent écrits, il a fallu s'atteler sur la forme.
Pierre, travaillant déjà depuis plusieurs années dans le domaine, dirigea les différentes équipes d'animation qui vont chercher à créer un rendu différent de d'habitude. Les principales influences dans cette recherche esthétique entre la 2D et la 3D seront notamment Spider-Man Into the Spider-Verse pour les scènes d'action et la série Netflix Arcane animée par les studios Fortiche. D'ailleurs, voyez Arcane si ce n'est pas encore fait, car c'est à mes yeux l'une des meilleures œuvres audiovisuelles sorties ces dernières années. La musique est confiée à Daniel Pemberton, déjà à l'œuvre sur Spider-Man Into the Spider-Verse, film qui, comme dit précédemment, va inspirer Pierre dans l'élaboration des scènes d'action, notamment la poursuite sur l'autoroute qui ne sera pas facile à faire. Bon, déjà j'avais une certaine vision des scènes d'action que je voulais voir moi, qui est pas forcément une vision qu'on a toujours dans les à DreamWorks, dans les studios américains. En général, les studios américains, films d'animation américains que j'ai vu, ça va être Kung Fu Panda et puis Spider-Verse, on va dire. Pour moi, c'est celles qui m'ont vraiment... Bon, Kung Fu Panda, c'est déjà il y a 15 ans, 14 ans, commence à dater un peu, maintenant ça a un peu évolué. Moi, j'avais vraiment envie de voir une scène d'action un peu inspirée manga, animé, animation japonaise, on va dire, et un peu franco-japonaise quand on voit Arcane, etc. Mais bon, c'est des influences que j'ai aussi. J'ai vraiment demandé aux équipes de, regardez ça, c'est là où je veux aller, donner des notes très très précises. Donc, après, j'ai pris un storyboarder asiatique, coréen, qui a travaillé un an dans ces studios-là, donc qui est animateur, storyboarder, qui sait exactement border ce genre de scène d'action que je voulais. Qui m'a fait une première passe de board qui était juste débile, mais par contre c'est vrai qu'une séquence par exemple où on a pas mal changé l'histoire à ce moment-là, donc il a pas pu faire toutes les versions. Mais au moins il avait déjà un dynamisme, un placement de caméra, il avait une idée des actions qui était extrêmement péchu quoi. Donc après ce qui se passe c'est qu'on fait une première passe de board, ensuite avec mon monteur on commence à cutter tout ça. Lui est un monteur qui vient de la live action, il savait déjà, il avait ce côté assez live action dans la façon dont il monte ses scènes, et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Après ce qui se passe c'est qu'en général on refait une deuxième passe de story pour être sûr d'avoir tous les trucs qui nous manquent ou qui vont pas, on refait une toute petite passe. Ça reste assez rough en général, c'est assez sketchy. Et ensuite on passe à la prévis, donc la prévisualisation en 3D quoi. Et là c'est là où je bosse entre guillemets le plus avec les équipes, c'était vraiment repasser sur tous les plans, je refais des dessins sur tous les plans, tu fais un Dutch angle ici, mets-moi une focale un peu plus longue, je veux des speedlines ici, je veux ce genre de truc, un grand plan qui redescend comme ça sur la voiture, là ça en passe à travers la fumée, ou on est comme ça, quand Piranha est lancé, et on avait 3 plans à la base, je fais non, on combine ça sur un seul plan, bref. Donc voilà, c'est toutes des notes que je donne à mes équipes avec qui je travaille précisément en refaisant des dessins de manière à garder un truc qui soit pas trop, qui soit live action dans le montage, mais qui soit pas trop live action nécessairement dans les. Il y a 2-3 plans où c'était vraiment de la live action, mais d'autres qui sont plus type animé, type manga, on va dire, animation japonaise. Et puis après, dans tout le process, on ajoute des couches en fait qui font que ça ramène ce dynamisme-là. Donc quand mes animateurs sont passés, qui ont commencé à prendre la séquence, j'ai un superviseur d'animation qui refaisait des dessins de posing, etc., de manière à avoir vraiment des actions hyper péchues sur les personnages. Et les animateurs eux-mêmes ont le droit de reprendre un peu la caméra pour réajuster en fonction de leur animation, de manière à ce qu'elle soit la plus dynamique possible, quoi. Et puis donc voilà, après au-delà de tout ça, on rajoute des effets, Donc c'est vrai que ça doucement ça se construit. Mais c'est pas évident, hein, c'est très difficile de construire ce genre de scène d'action dans la... C'est pas, encore une fois, comme une animation 2D où tu vas avoir un animateur qui va prendre un layout ou parfois faire même son propre layout, animer ses effets spéciaux, en tout cas sketcher ses effets spéciaux, son placement de personnage par rapport à la caméra. Enfin, il gère un petit peu tout. Les Japonais gèrent par exemple un peu tout sur leur propre animation, hein, surtout sur les films d'action. Nous, c'est tellement découpé, tronçonné entre différentes personnes, c'est très difficile de garder ça de façon homogène. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, elle sort super bien cette séquence, elle a vraiment la patate. Et puis derrière, en plus, mon équipe de direction artistique m'a sorti une sorte de décor de ouf avec ciel orange, la météorite bleue électrique, la frite quoi, puis des lumières dans tous les sens. C'est très Los Angeles, mais en même temps Los Angeles du futur, un peu, c'est super. Puis avec la chanson, ça marche à fond. Donc c'est vrai que je suis super content de cette séquence complètement. Ainsi, après des années d'élaboration, le film sort enfin à l'international. Avec son budget estimé entre 70 et 90 millions de dollars, le film rapportera 250 millions, ce qui en fait un petit succès, mais qui a pu être impacté par la crise du Covid. Du côté des critiques, ce fut majoritairement positif, malgré quelques réticences de certains spectateurs. Et personnellement, vous vous en doutez, j'ai adoré.
Les Bad Guys est une véritable pépite, un film d'animation ultra bien ficelé et rythmé, drôle et haletant, qui fait clairement partie de mes films préférés de l'année 2022. Un immense plaisir donc, mais désormais, laissez-moi vous convaincre de la grande qualité de ce film. Déjà, pour ce qui est de l'animation, DreamWorks change du style 3D habituel pour aller vers un mélange entre de la 2D et de la 3D, comme on l'a expliqué précédemment. Le résultat est vraiment impressionnant et rafraîchissant. Il y a beaucoup de plans particulièrement beaux et bien pensés, mettant parfaitement en avant les divers décors du film, allant de la ville de Los Angeles à une fête devant une météorite en passant par le repère des Bad Guys. D'autres scènes permettent de faire ressortir la qualité exemplaire de l'animation, comme les scènes d'action qui sont parfaitement exécutées et chorégraphiées, notamment la course-poursuite finale qui déborde d'énergie et de créativité. Un vrai shot d'adrénaline. Ensuite, pour ce qui est du doublage et plus précisément de la version française, elle est de très bonne qualité. Pierre Ninet assure dans le rôle de Lou, tout comme les autres doubleurs, rien de négatif à signaler. Et ça, c'est le réalisateur lui-même qui vous le dit. Je suis assez content des doublages, en tout cas de l'écriture des doublages. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que c'était quand c'était à Noël, je faisais en France, et puis on a fait un essai voix avec Pierre Ninet. On avait en tête un ou deux acteurs, et puis Pierre était vachement partant, on a fait un test ensemble, et puis genre, parfait quoi, c'est hallucinant, il est trop fort, donc forcément il a fait un test, du coup il m'a envoyé assez rapidement quand Pierre Ninet forcément décide de faire un rôle, le reste du casting arrive assez facilement parce que c'est quand même une énorme star, donc il m'a envoyé très vite tous les autres candidats, enfin tous les autres acteurs auxquels il pensait pour les autres personnages, donc voilà, on a regardé les trucs, j'ai fait oui, non, et il y a eu un ou deux acteurs qu'on venait pas ou qui étaient trop proches l'un des autres, donc on a fait un ou deux ajustements. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on fait des tests voix, on fait des auditions, même pour l'animation, aux États-Unis on le fait pas. Qui est super de pouvoir faire des auditions pour le coup. Bref, donc du coup le cast français est tombé assez vite, et franchement, ils ont fait un boulot de l'enfer, quoi. Enfin, moi je suis hyper content du doublage quand je connais les doublages d'autres films en français qui sont pas aussi chiadés, pour moi, celui-ci, j'en suis plutôt content quoi. Je ne parlerai pas de la version originale puisque je ne l'ai pas vue, mais pour avoir vu quelques extraits, elle me paraît tout autant qualitative. Ensuite, pour ce qui est de la bande originale, Daniel Pemberton nous fournit de très belles compositions en parfait accord avec l'aspect irrévérencieux et pulp du film. Les musiques ne venant pas du compositeur se marient très bien avec le reste, on pourra citer Can't Stop Won't Stop ou bien Go des Chemical Brothers qui est probablement ma préférée. Bref, que des musiques qu'il m'arrive encore aujourd'hui d'écouter. Et qu'en est-il de la marque de fabrique du studio, à savoir l'humour? Eh bien, il est de qualité. Si certains ont reproché quelques blagues un peu immatures comme le running gag de Piranha qui pète dès qu'il est stressé, ou bien un quiproquo sur une statue ressemblant à des fesses, je leur répondrai déjà que c'est une infime partie des blagues du film, le reste reposant avant tout sur le dynamisme de la mise en scène, les réparties entre les personnages, les situations décalées, les références et bien d'autres, et je leur dirai surtout que ce type d'humour existe chez DreamWorks depuis toujours, pas dans les productions qui se veulent moins humoristiques certes, mais derrière on a par exemple Baby Boss, Abominable, Nos voisins les hommes, Madagascar, Kung Fu Panda, Les Croûtes, Monstres contre Aliens, Souris City, Gang de requins, Megamind et surtout Shrek, le film qui a rendu célèbre le studio, repose énormément sur cet humour puéril. Et ce n'est pas forcément un mal, bien au contraire. Surtout à l'époque, cet humour était très différent de ce qui se faisait chez la concurrence. De plus, le quiproquo autour de la statue et surtout le running gag de Piranha sert à le caractériser, à lui donner un trait de personnalité qui le rend marquant et qui en plus sert à l'histoire à plusieurs reprises pour créer une péripétie ou démêler une situation rendant ces passages utiles au bon déroulement de l'histoire. Puis soyons honnêtes 2 secondes, je pense que pas mal de gens, même pas que des enfants, ça fait un peu rire des blagues de prout. En parlant du déroulement de l'histoire, je tiens vraiment à saluer le rythme qui me paraît très appréciable, ni trop long, ni trop court, chaque scène étant soit drôle, soit remplie d'action, soit intéressant dans le développement de ses personnages, des personnages tous très bien écrits et caractérisés, que ce soit requin, tarentule, piranha, serpent, loup, marmaduke ou encore Diane Foxington. Au passage, mon personnage préféré du film, aidé par un chara-design qui les rend très vite identifiables, ils ont tous un caractère qui leur est propre, ils arrivent tous à se démarquer grâce à leurs actions, leur sens de la répartie et leur évolution satisfaisante. Les dialogues sont donc très bien écrits, tout comme le scénario qui nous livre une histoire de rédemption classique mais efficace et par moments assez originale de par le traitement qu'il fait de ses personnages. Et d'ailleurs, j'aimerais aborder quelques points supplémentaires sur les personnages, donc je vais être obligé de spoiler, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, foncez le découvrir, et sinon on peut se retrouver à ce timecode qui s'affiche juste ici. Dans tous les cas, voyez ce film. D'abord, je dois vous le confesser, il y a un point du film qui ne m'a pas totalement convaincu, c'est le twist du personnage de Marmaduke.
Il est plutôt cohérent, mais je trouve qu'il est vraiment trop prévisible. Le film a laissé trop d'indices sur ce personnage, il est souvent mis en avant, il est très forcé dans son caractère gentil, et c'est l'un des rares autres personnages secondaires importants, donc forcément c'est lui le grand méchant qui a tout organisé. Après ce n'est pas très grave que ce soit peu surprenant, c'est même en soi le but du film comme l'explique lui-même le réalisateur. On l'a retenu sans avoir l'intention vraiment de faire un gros surprise, c'est le méchant, parce que les gens s'en doutent très vite, et puis parce que surtout dans les bouquins c'est le méchant, donc on n'avait pas l'intérêt vraiment à le cacher complètement, mais enfin bon pour les personnages en tout cas on s'était dit on va repousser un peu la révélation que c'est le méchant. Mais vu que pas mal d'éléments de scénario du film m'ont pas mal surpris, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu de voir que cet élément-là était très prévisible, trop prévisible. Mais malgré ce petit détail, il y a d'autres points du scénario qui m'ont plu. D'abord, la vraie identité de la Patte Écarlate qui est en réalité Diane Foxington, j'ai vraiment adoré. J'aimais déjà beaucoup le personnage avant cette révélation grâce à son chara design, sa répartie et surtout sa doubleuse Alice Belaïdi qui m'a énormément plu, mais il est vrai que cette révélation la rend d'autant plus badass, d'autant plus intéressante et d'autant plus forte et charismatique grâce à son histoire et ses dialogues très inspirés. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à aimer ce personnage. Ça a été, je pense, le personnage le plus difficile à créer. Il n'était pas là au début. La première, il était pas dans le scénario. Il était dans le scénario, mais il était pas du tout un personnage intéressant en fait. Et je suis d'accord avec toi, c'est un de mes personnages préférés aussi. Probablement, soit mon préféré, soit après Wolf, mon deuxième favori. Ça s'est passé dans plusieurs étapes en fait. On a galéré à l'écriture, à trouver une voix qui lui convenait parce qu'en fait, comme on essayait de retenir la révélation ou le flip de Marmalade, et donc il nous fallait une sorte d'antagoniste en fait pour le début du film, pour la première moitié du film, et cet antagoniste là c'était Diane, puisqu'elle est contre les bad guys et c'est elle qui dit ça va être facile de les capturer, et en même temps c'est elle qui leur donne une deuxième chance, donc elle était antagoniste mais elle pouvait pas être si antagoniste qu'elle soit aussi détestable en fait, parce qu'elle joue un tel gros rôle à la fin du film, on était obligé de l'aimer un peu. Donc pour trouver cette espèce de milieu, enfin de personnage qui est en fait encore plus malin que Wolf, qui sait exactement ce qu'il pense et qui, sauf que bon, elle le reconnaît pas forcément, mais qui dans leur premier échange tous les deux quand ils sont devant la statue, c'est une sorte de match de tennis et Wolf qui est tellement sûr de lui s'en prend plein le nez. Pour trouver ce personnage-là, ça a été vraiment long et difficile, jusqu'à ce qu'on se dise, pendant longtemps c'était une ancienne, c'était pas une ancienne bad guy, c'était une espion en fait, un peu plus comme dans les bouquins. Et donc pour simplifier les choses, on lui a donné en fait exactement le même problématique que Wolf. Elle était un personnage considéré une sorte de bad guy, un méchant, vil, malin, sournois comme un renard quoi. Qui elle a réussi à changer de vie, a réussi à se faire accepter, de venir et de vraiment servir la communauté quoi. Et à partir du moment où on a fait ça, on s'est rendu compte en fait, ok d'accord. Ce personnage-là, du coup, est un personnage extrêmement positif qui essaie de faire tout le long du film snap Wolf out, de faire en sorte que Wolf il sorte de son truc quoi. Et donc du coup son intention dès le début est très positive. Sauf que forcément elle essaie de le faire agir en se mettant un peu en conflit avec lui. Et une fois qu'on a trouvé ça, on a trouvé le personnage. Et ça a été assez long en fait, ça a été assez difficile. Et après trouver les dialogues pour qu'ils marchent bien, pour que ce soit un peu George Clooney et Julia Roberts. Pas facile, c'est difficile d'écrire une scène comme ça. Ce que j'aime bien, c'est à la fin, on laisse la porte un peu ouverte pour éventuellement une suite. Ready to get to work, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils font une équipe ou pas? Donc c'est vraiment le genre de truc qui, je trouve qu'elle fait vraiment, pour moi dans ma tête, elle fait partie intégrante du groupe en fait. Elle s'illustre totalement d'ailleurs dans la course-poursuite finale, avec l'une des scènes les plus épiques du film. Ça, pour le coup, c'est un vrai personnage de femme forte, bien écrit, et tout simplement mon personnage préféré du film. Enfin, l'idée de la thérapie pour les méchants est assez classique, mais justifiée par le scénario, tout en apportant plusieurs scènes très drôles, ainsi que certaines scènes plutôt touchantes. L'évolution des bad guys est cohérente, bien amenée, et très satisfaisante, avec certains détails qui sont très appréciables dans le développement des personnages. Donc même si la révélation du méchant est très prévisible, et que le scénario du film est assez classique en soi, je trouve qu'il est quand même très bien écrit, et qu'il y a tout de même quelques petites surprises qui font que franchement je passe toujours un très bon moment devant. Vous l'aurez compris, j'ai adoré les Bad Guys. C'est un film ultra divertissant, bien écrit, bien rythmé, inventif et même plutôt jouissif avec des personnages attachants et une animation de grande qualité. Ce film incarne à mes yeux le véritable renouveau de DreamWorks et cela se confirmera avec le Chapeauté 2 qui est là encore un excellent film d'animation que vous devez absolument découvrir. Et honnêtement, le réalisateur a de quoi en être fier. Eh bien, merci énormément d'avoir répondu à toutes ces questions. Ce fut un énorme plaisir. Et juste avant de partir, je voulais te montrer un petit truc rapidement. Ouais. Alors, s'il veut bien. À côté de Tenet, la vache, trop bien.
C'est pas mal, hein. Je l'ai acheté dans un petit cinéma la semaine dernière et du coup je l'ai rajouté dans ma petite décoration. Génial. Ah bah ça fait plaisir. Et puis alors là, c'est une bonne compagnie. Tenet 1917. Lui. Ouais, il y a 1917 et Matrix juste à gauche. Ah bah en plus, très bien. Voilà, c'est bien entouré. Bah, c'est moi qui suis honoré d'avoir pu parler avec toi. C'était super cool. Merci à toi et je te souhaite plein de réussite en espérant que tu continueras à réaliser encore plus de films parce que pour le moment c'est sans faute. Voilà. Merci beaucoup, merci Nicolas. Ça marche. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, et bien sûr merci à Pierre Périfel qui a très gentiment accepté cette interview, j'avoue que j'ai encore un petit peu de mal à y croire, vraiment merci beaucoup, merci. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est probablement l'une des vidéos dont je suis le plus fier, en tout cas de ce que je dis dedans, et j'espère que le montage et tout ce qui tourne autour vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est très important, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager, il faut vraiment soutenir cette vidéo, ça me ferait très plaisir. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous aurez aussi le droit à l'interview complète de Pierre Périfel, parce que j'ai enlevé quelques petits bouts qui n'allaient pas forcément avec ce que je racontais, mais vous aurez accès à toute notre discussion qui était excessivement intéressante. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.